Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà vu dans le chat quelques petits messages, ça nous dit regardez, vous n'allez pas faire de débrief. De toute façon, on aura fini bien avant. Ensuite, je vois mon petit frère qui nous dit bonsoir. Je vois Isaac qui est déjà là, qui est déjà chaud, bouillant, qui dit on est remontada plus. Voilà, donc vous l'avez compris, on va débriefer les quarts de finale au global. Surtout, j'ai envie de dire même plus que les quarts de finale, c'est les matchs retour en priorité, mais qui vont nous amener à la qualif, donc au quart de finale global. Pour ce faire, du coup, je suis avec Nico. Finalement, c'est moi qui suis présent alors que je n'aurais pas dû. Petit encore souci technique dans l'équipe interne, donc on est là avec mon petit Nico. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Bonsoir à tous, bonsoir à Mathias, bonsoir au chat. Très content d'être là, très content parce que déjà on va parler foot encore une fois, et très content aussi parce que on a été très bon sur nos pronos, puisque les quatre qualifiés qu'on avait annoncés pour les demi-finales se sont qualifiés, donc un beau 4 sur 4, une belle expertise là de notre part là-dessus quand même. Exactement. Et donc pour ce faire ce soir, alors comme on l'a dit, ne vous attendez pas à un live trop long. On a des obligations chacun de notre côté, donc du coup on va essayer de faire 1 heure, pas plus. C'est-à-dire que globalement on est là jusqu'à 19h45, 50 grand maximum. On va essayer de pas trop déborder. Et donc on va faire tout simplement dans l'ordre chronologique et à la toute fin. Pour ceux qui seront encore là, on parlera très rapidement de juste les pronos, les équipes qu'on voit se qualifier ce soir en Europa League. Donc ça, ce sera à la toute fin. On prendra 3 minutes avant de vous dire au revoir pour faire là-dessus. Et donc du coup, ce que nous allons vous proposer, c'est de vous montrer déjà les résultats des matchs et en même temps nos pronos que vous allez voir s'afficher en mode MPP, puisque bien évidemment nous avons joué tous les deux avec Nico. Et vous allez voir un petit peu que on a été moins bon qu'au match aller. Voilà déjà. Pour ceux qui se rappellent, j'avais eu tous les vainqueurs plus 2 scores exacts à l'aller. Là, j'ai que 2 résultats bons sur 4. Nico, lui, par contre, a fait un petit 0 sur 4. Ouais. Mais en vérité, ça ne se joue pas à beaucoup de choses. Vous allez le voir. Donc, je fais la petite transition. Vous voyez maintenant nos scores s'afficher à l'écran. Donc, vous voyez que Nico et moi avions pronostiqué un partout pour Paris, Aston Villa, et que nous avions eu un pronostic différent sur Dortmund-Barcelone, puisque c'était 2-1 pour nous deux, mais pour Nico, c'était 2-1 pour Barcelone, et pour moi, c'était 2-1 pour Dortmund. Donc, vous le voyez, on s'est un petit peu fait avoir par cette équipe de Villa, mais on va d'abord débriefer le match Dortmund-Barcelone, où j'avais annoncé une victoire pour l'honneur de Dortmund, et toi tu t'étais dit que malgré tout la gestion de Barcelone ferait qu'il serait en capacité de remporter ce match. Donc je te laisse du coup commencer avec ta petite analyse de ce retour. Mais écoute, oui, moi je pensais voir un Barça plus je sais pas comment dire, la gérance, la gestion, voilà plutôt, c'est ça le terme. Euh, Plus dans la gestion dans ce match-là, et au final, ça n'a pas du tout été le cas. Ils se sont bien fait bousculer Oui, par Dortmund, qui était à domicile, et je pense que ce manque de maîtrise et cette incapacité à vraiment gérer le match comme ils auraient pu ou voire dû le faire en fait, elle s'explique par la non-titularisation, l'absence euh, dans le 11 de Pedri qui moi personnellement j'ai pas vu le match, mais j'ai un ami qui est barcelonais qui du coup ouais, ce soir-là regardait le Barça et non le PSG, et qui du coup m'a dit que l'absence de Pedri, et c'est vraiment en fait ressentir. Il y a eu un petit naufrage du milieu de terrain qui était aligné. On avait Fermin Lopez, de Frenkie de Jong et Gavi, qui ont pas très bien, on va dire, ils se sont pas très bien entendus sur le c'est match. On a ça. vraiment senti que ce soit dans le contrôle ou même dans les attitudes au niveau du pressing, etc. L'absence de Pedri a fait beaucoup de mal. Et même si le Barça a marqué sans lui le but pour revenir à 2-1, et qui a un peu, on va dire, assuré la qualification et enterré les derniers espoirs de Dortmund, et bien l'entrée de Pedri, elle a quand même fait beaucoup de bien, que ce soit dans l'état d'esprit ou du coup au niveau de la tenue du ballon qui a été bien meilleure. Et je pense que cette entrée de Pedri leur a permis de ne pas se rendre le match plus compliqué qu'ils auraient pu. Ok.
Bah, je te rejoins là-dessus. Alors moi, pareil, j'ai pas pu voir les matchs, mais moi, c'était pour d'autres raisons. J'étais en pèlerinage avec mes lycéens, donc on avait souvent des célébrations spéciales le soir. Donc forcément, de 21h à 23h, on était un peu pris. Enfin, quoique les retours, on a pu les voir puisque c'était en attendant le train pour rentrer, puisqu'on est rentré cette nuit. Et bah, du coup, les matchs par contre de Dortmund et du PSG, je n'ai pu regarder que un petit peu des bouts de replay, des bouts de résumé. C'est vrai que, bah après moi, comme je l'avais annoncé, je suis pas surpris. Je me doutais très bien que ça allait sûrement tourner, qu'il allait peut-être avoir des absents. Je m'attendais pas à ce que par contre l'absence de Pedri se voit autant. Parce que même quand on regarde le match à travers le résumé, on le ressent l'absence. C'est ça qui est très fort, c'est que par rapport aux échos, comme tu l'as dit, qu'on a pu avoir chacun de notre côté de la part des Barcelonais, c'est qu'en fait ça rejoint grandement ce qu'on peut voir quand on regarde juste le résumé. Donc très honnêtement, c'était franchement, ça a été solide aussi de la part de Dortmund, qui a même espéré beaucoup plus, puisque au final il y a 3-1, mais Dortmund a poussé. Malheureusement, voilà, on l'a dit, Barcelone a quand même su gérer ce match de moins bien. On a pris 3, mais a réussi à en marquer un, ce qui a fait que ça n'a pas donné trop d'espoir non plus à Dortmund. Et Barcelone se qualifie, comme on l'avait dit, pas si sereinement, mais qui se qualifie quand même avec la manière, surtout avec le match aller. Oui, bah c'est ça en fait, la qualif elle se joue clairement au match aller. Forcément, quand tu gagnes 4-0, tu as un beau match là. Je pense que ça a joué aussi dans leur approche du match, un peu à la manière, bah, on en parlera juste après, du PSG. Ils se sont peut-être vus un peu plus beaux qu'ils ne l'étaient vraiment. Oui, Ils sont peut-être un peu relâchés aussi. On a vu je pense au tout premier match qu'il y avait eu entre les deux équipes au Signal Iduna Park, c'était en décembre ou en novembre, je sais plus, mais c'était pendant la phase de ligue en tout cas, où ce qui avait été frappant, c'était la gestion du hors-jeu du Barça qui avait été excellente tout le long du match. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Je pense à l'action du penalty avant la 10e minute c'est une faute sur Gross ou Bayer, je sais plus. Je crois que c'est Pascal Gross qui se ouais, fait c'est ça. descendre par Szczęsny. Et bah, ça vient d'un mauvais alignement de Koundé. On a vu un Barça moins discipliné que d'habitude. Oui, Et aussi une autre absence que celle de Pedri qui est à noter, c'est celle d'Alejandro Balde qui a été remplacé par Gérard Martin, qui est pas exempt de tout reproche sur le troisième but non plus, même si bon, au final, le Barça a bien géré cette fin de match, notamment grâce à l'entrée de Pedri, comme on disait juste avant, et donc n'a pas vu sa qualification être réellement mise en danger suite à ce troisième but. Bah, si le retour de Baldé, dont on connaît pas la date encore, au début on parlait d'une ou 2, 3 semaines, et là on parle peut-être d'une absence un peu plus longue ces derniers temps. Ça pourrait faire très très mal au Barça sur le long terme, parce que Gérard Martin, sans être vraiment mauvais, n'a pas non plus. Je veux dire, il y a un monde d'écart entre lui et Baldé, quoi, ouais, et c'est sur le clair. côté gauche, ça se ressent vraiment aussi. Non, c'est clair, c'est clair. On peut noter que vraiment les absences côté Barcelone, en fait, expliquent totalement cette défaite. Mais moi, je veux quand même rajouter le fait que voilà, il y a eu quand même ce sursaut d'orgueil de la part de Dortmund qui peut leur permettre tu sais, de jouer la deuxième, enfin, la fin de saison là, de manière, entre guillemets, se redonner un nouvel élan pour essayer de remonter un petit peu plus et peut-être essayer d'aller accrocher une place européenne parce que on sait qu'ils sont quand même assez loin. Je vais regarder juste le classement parce que du coup j'ai plus exactement le Ils sont classement. à 3 points de l'Europe quand même, ça va. Voilà, donc c'est pour ça. Donc peut-être que cette victoire justement peut leur donner un nouvel élan pour repartir et aller chercher l'Europe. En parallèle, je vois que j'ai reçu les pronos du coup de mon petit frère qui lui sur ces matchs-là, donc ces matchs de ce jour-là, avait pronostiqué 3-2 pour Barcelone et avait pronostiqué 2-1 pour Paris. Donc comme toi, il s'est trompé sur les deux. Donc voilà. En tout cas, mais lui à l'inverse avait quand même mis la victoire de Paris alors que toi et moi on s'est trompé sur Paris en ayant mis match nul. Je salue Kenzo qui vient d'arriver, voilà qui nous dit yo. Et il arrive quasiment au bon moment parce que on va peut-être rajouter et conclure sur Dortmund Barcelone où finalement on n'avait pas tant de choses que ça à dire au vu de la tournure du match. Mais on va bientôt pouvoir passer au PSG. Je te laisse peut-être conclure sur ce match entre l'équipe allemande et l'équipe espagnole. Bah écoute, pour rajouter un petit mot, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est quand même bizarre de pas en parler alors qu'il met un triplé, donc je vais en parler un peu de Serhou Guirassy, Bien qui sûr. s'est bien rattrapé par rapport à son match aller où il avait loupé
Oui, Je l'ai pas vu non plus, hein, le match aller, mais j'ai vu des résumés, etc. Et il a manqué quelques grosses occasions qui, bah, du coup, au vu du scénario de ce match retour, auraient pu s'avérer déterminantes. Là, il en a loupé, malgré le fait qu'il en ait loupé une aussi en grosse en début de match, là, dans ce match retour. ouais, Il s'est bien rattrapé. Le mec, qui met un triplé, tu peux pas dire qu'il fait un mauvais match. Il s'est bien rattrapé et il a pris, je crois, le fauteuil de leader du classement de meilleur buteur face à son adversaire direct, Rafinha, qui pour le coup, lui, a fait, c'est ça, il est à 13 buts, il a un but d'avance sur Rafinha. Et ouais. pour le coup, Rafinha, lui, il a fait un bien moins bon match, bien moins efficace, que ce soit en transition ou ils ont eu quasiment que de la transition. Barcelone, en vrai, comme moyen d'attaquer, on va dire. Bah, c'est ça. Beaucoup moins efficace, à l'image d'un Yamal qui a été pareil, mais bon, lui, à la rigueur, il a que 17 ans. C'est pas choquant de le voir avoir des trous d'air euh, dans des matchs comme ça où tout est quasiment déjà joué en fait. C'est surtout que comme tu le dis, c'est déjà joué, il va se relâcher un petit peu parce qu'en même temps, il n'a pas non plus l'expérience que peuvent avoir d'autres joueurs beaucoup plus âgés. Donc non, je suis d'accord. Guirassy, ouais, c'est vrai que c'est dommage qu'il y ait un de ses buts qui soit refusé parce que ça aurait pu rajouter comme c'est dit du piment dans le chat. Voilà. Il y en a un il y a Max qui nous dit mon avis sur l'écart. Donc il a bien ronflé. Ce qui est pas totalement faux en vrai avec du recul. Je pense que le seul quart où on a eu un peu du piment, c'est peut-être le dernier dont on parlera, c'est-à-dire le quart entre l'Inter et le Bayern. Mais on y reviendra à la toute fin. Parce qu'avant ça, du coup, là, on va conclure parfaitement avec, du coup, en soulignant cette belle perf de Guirassy qui a redonné quelques espoirs, malgré tout, à Dortmund dans ce match, mais ça n'a pas été suffisant. Et malheureusement, il ne pourra pas continuer à espérer aller glaner ce trophée de meilleur buteur. Il va devoir espérer que ses poursuivants ne marquent plus d'ici la fin de la compétition. On n'est pas à l'abri qu'il garde ce fauteuil. On ne sait pas comment va se dérouler la Oui, suite. ouais. Donc peut-être que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que Guirassy sera le meilleur buteur de la Ligue des Champions à la fin du tournoi. On ne sait pas. On verra bien ce que ses concurrents directs feront pour ce trophée entre guillemets. Je te propose d'enchaîner sur le match de notre équipe de France où cette fois-ci on ne termine pas notre live par elle, mais on suit la Hum. chronologie classique en enchaînant dessus et une équipe qui s'est fait très très peur après avoir mené très tôt dans le match 2-0, mais qui au retour des vestiaires a décidé de s'endormir et je te laisse la parole sur cette deuxième mi-temps qu'on pourrait qualifier de catastrophique. Eh ben écoute, justement, pour rebondir sur ce que tu as dit au niveau du piment, je suis pas nécessairement d'accord qu'il y ait eu que la confrontation entre le Bayern et l'Inter qui nous en a donné, puisque bah, cette deuxième mi-temps où PSG passe complètement à côté, ça a complètement relancé, voilà, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots là, je sais Bien pas ce que sûr. j'ai, mais ça a complètement relancé cette double confrontation où on avait eu, en début de match, tiens, on en avait parlé, j'y pense là la semaine dernière, on en avait parlé de l'histoire de Barcola et Désiré Doué, et on avait conclu tous les deux qu'on pensait que Barcola serait titulaire au match retour, Ouais, et forcément, et que Doué était pas forcément passé devant lui dans la hiérarchie, voilà, à ce poste-là, et que c'était vraiment un choix circonstanciel. Et là, il a de nouveau fait un choix circonstanciel en décidant de mettre Barcola, en sachant que Aston Villa allait jouer plus haut et allait devoir plus se découvrir compte tenu du retard qu'ils avaient à rattraper. c'est Et au ça. final, ça lui a plutôt donné raison. J'ai trouvé Barcola plutôt bon, meilleur que Kvaratskhelia, en tout cas de l'autre côté, qui Oui, Kvaratskhelia pour a fait un match vraiment pas bon. Barcola, il est impliqué sur le premier but. Il a eu des bonnes courses, il a fait des bonnes courses. Et par contre, du coup, l'entrée de Désiré Doué en deuxième mi-temps a aussi été très bonne, notamment sur les retours défensifs. Je pense surtout à un retour qui fait, je sais plus vers quel moment du match, c'est vers la 80e, il fait un gros retour sur l'ailier gauche d'Aston Villa. Je me rappelle plus quel c'était à ce moment-là, parce ils ont beaucoup, comment dire, permuté. permuté. Mm. Et donc voilà, je sais pas ce que tu as pensé toi du match, que ce soit de Barcola ou du PSG en général. Moi, alors, comme j'ai dit, j'ai surtout vu un gros résumé parce qu'on va pas se mentir qu'avec ce que je devais faire, j'ai dû pas mal surveiller un petit peu les petits jeunes. Mais non, la première mi-temps, ouais, bah en fait, moi je trouve que Kenzo a plutôt résumé ce que moi j'ai vu à travers le résumé. Déjà, même Breman le dit très bien, c'est Gigio le héros. Hein, ça, on va pouvoir en parler et je pense qu'on va s'attarder justement là-dessus après. Je dis première mi-temps où t'éteins littéralement tout Aston Villa jusqu'au premier but. Ensuite, t'essaies d'envoyer le match.
en seconde période suite au but pris. Sauf que, bah, comme c'est dit, c'est le pire moment pour faire ça parce que Aston Villa, ils vont en profiter et ils vont retourner le match en quelques minutes. Puisque, bah, en gros, en 15 minutes, ils en mettent 3. Et derrière, tu prends le bouillon. Je vois que c'était Ramsey, donc l'ailier dont tu as parlé à ce moment-là. Euh, Moi, je suis plutôt de cet avis-là, ouais. C'est-à-dire que t'éteins Villa en première mi-temps ou t'en mets deux, même, limite, tu les assommes. Puis tu prends un but en deuxième, tu mènes 2-1, et au lieu de rester dans de la gestion classique que tu sais faire, comme tu le fais des fois en championnat quand tu sens que t'as pas forcément les capacités d'atomiser l'équipe en face, mais là, au lieu de ça, tu décides de tenter de réemballer le match. Puis t'as Kvara qui est pas forcément vraiment au niveau, ça se ressentait. Même, bah en fait, même l'équipe globalement était pas plus au niveau que ça. Ouais, alors, moi j'ai trouvé le match de Barcola pas mauvais dans l'ensemble, mais ouais, tu vois, c'est ce qui est dit, c'est que d'ailleurs faire sortir Barcola qui était le meilleur devant Doué, alors que Kvara était ignoble, ça rappelle le Neymar frustré et ça me rappelle le Neymar frustré qui s'enfermait dans ses dribbles, donc pas compris sa non sortie. Je suis un peu de cet avis-là. Pardon. J'aurais sorti Kvara en fait à ce moment-là et j'aurais pas sorti Barcola. Donc après ça a été fait. Malgré tout, moi je pense que aussi ce genre de match montre que le PSG a passé un cap cette année parce que c'est typiquement le type de match où ça aurait pu s'écrouler et en prendre encore deux ou trois derrière et perdre le match 5 ou 6-2. Ça perd le match 3-2, ça perd le match, ça se fait retourner en 15 minutes, mais ça tient. Ça tient et ça va chercher la qualif. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, en fait, on peut très clairement dire les choses. Euh, Ils ont été forts malgré tout. En fait, ils ont été forts dans leur faiblesse du soir, de ce Ah, soir-là en c'est tout ça. cas. Parce qu'ils ont su rester solides, ils ont su rester une équipe. Et moi je trouve que c'est ça le plus fort qu'ils aient fait, c'est qu'ils sont restés une équipe. Il n'y a pas eu de... Voilà, on l'a vu à la fin, ils étaient tous vénères, notamment Ousmane. Donc moi je pense que c'est même une bonne chose cette défaite. Je pense que ça va leur remettre aussi un petit coup sur la tête, c'est pour leur dire, voilà, le prochain tour en plus, ils vont pas affronter n'importe qui puisque ça va être le prochain match dont on va parler. Ils vont affronter Arsenal. Mais du coup, avant de parler de ça, moi je veux bien qu'on parle quand même de la performance de Donnarumma qui fait taire les critiques. Alors, encore une fois, je comprends totalement les Parisiens qui le critiquaient parce qu'on va pas se mentir qu'au début, il n'était pas du tout au niveau. Et ça fait quelques mois qu'il est au niveau auquel on l'attend. Donc, et comme on disait, c'est un joueur où si tu perds l'homme, tu perds le joueur. Et là, justement, je trouve que Paris gère extrêmement bien son cas depuis quelques mois en essayant de remettre l'homme en confiance. Et on voit que l'homme en confiance, et bah, ça donne des choses magnifiques pour cette équipe de Paris, puisque bah, cette équipe de Paris se fait sauver par son gardien. Et c'est des phrases, je pense, qu'on n'aurait pas pu dire si on était revenu quelques mois en arrière et qu'on avait le PSG d'il y a quelques mois en arrière, par exemple. Je lis aussi Pacho, le sauvetage de Pacho à la dernière seconde. Je pense qu'il y a des grosses émotions côté parisien, un bel ascenseur émotionnel. Donc voilà, je veux bien ton avis sur le match de Donnarumma. Mais écoute, oui, je suis d'accord sur le fait que, en fait, c'est ce qui est paradoxal avec ce match, je trouve, c'est que c'est les deux mecs qui ont été le plus critiqués, que ce soit par la communauté PSG ou même par le monde du foot, on va dire, Oui, dans cette équipe depuis le début de saison, qui ont été les deux meilleurs en fait du PSG. Je trouve que Fabian Ruiz a été le seul à surnager au milieu de terrain, que ce soit au niveau des prises de balles, des récupérations, tout ça. Je l'ai trouvé bien meilleur et bien plus juste que Joao Neves ou Vitinha qui ont fait tous les deux des matchs vraiment très très compliqués. Peut-être leur plus compliqué cette saison aux deux en même temps. Donc c'est ça qui a fait, je trouve, très mal aussi oui, au Paris Saint-Germain parce que d'habitude c'est un secteur où ils sont très bons. je suis Pour en d'accord. revenir à Donnarumma, pour moi j'ai vu Dembélé être homme du match et tirer la gueule. Bah, ça c'est normal. Il a pas fait un énorme match Dembélé. Je comprends pas pourquoi c'est lui l'homme du match alors que Donnarumma il les sauve clairement. Je pense à la toute première au tout premier corner non, je crois pas qu'il la touche sur le tout premier corner, c'est un défenseur parisien qui la sort, mais après plus tard il y a une frappe de Potores en angle fermé où là il réagit bien. Ouais, Ensuite il y a la frappe de Rashford d'entrée de surface là qui pour moi c'est un des tournants du match, même si du coup il y a but sur le corner d'après. Je pense que si Rashford y marque là, c'est vraiment deux buts complètement coup sur coup d'une action à l'autre. oui, euh, Je pense que c'est peut-être pas le même match parce que même si au final il marque sur l'action suivante, je pense que le public et même les joueurs d'Aston Villa seraient bien plus enflammés c'est sûr. sur ce but de Rashford là. Après sur le but de Konsa, il peut rien faire. Sur les deux premiers buts, c'est des frappes déviées aussi, il peut pas grand-chose.
Même si sur le moment j'avais l'impression qu'il pouvait l'avoir, la frappe de McGinn, mais au final bon, elle est Oui, déviée et je vois puis ce que tu veux il est dire. tellement énorme, c'est pas lui que tu peux en vouloir. Ensuite il sort une tête de Tillmans énorme. D'ailleurs j'ai noté tout à l'heure symbole de la déferlante un peu que Paris a pris entre la toute première tête de McGinn en deuxième mi-temps là qui passe au-dessus et celle de Tillmans qui est à 3-2 et qui peut faire basculer le match à 4-2, il y a 10 minutes. Oui, Genre, c'est vraiment 10 minutes où ils ont complètement sombré, ils se sont complètement fait marcher dessus. Moi, honnêtement, au moment où il y a 2-0, je me dis que c'est plié, que c'est fini. Déjà, 1-0, je pensais ça. Et à 2-0 encore plus, suffisait de voir le stade. Le stade, dès le début du match, ils étaient comme des fous. Ils ont obtenu un corner au bout d'une minute 30. T'avais l'impression qu'ils avaient marqué un but déjà et qu'ils avaient refait quasiment leur c'est retard. ça. T'as vu comment ils gueulaient. De toute façon, c'est tout le temps comme ça, les clubs anglais, hein, c'est normal, c'est l'atmosphère, tout ça. Mais là, par contre, au moment du deuxième but, il y avait plus un bruit, même sur les pressings et tout. Personne n'osait trop faire de bruit dans le stade, et c'est vraiment ce premier but qui les a complètement réveillés. Surtout le deuxième de John McGinn, où le deuxième, honnêtement, c'est un scandale de prendre un but comme ça à ce niveau-là. Le mec qui part de sa moitié de terrain, il traverse tout le terrain, il frappe, personne l'a gêné de tout du long. Vitinha, il aurait pu aller une ou deux fois dessus même carrément. Je veux dire, quand il passe la ligne médiane, il a carrément la place d'y aller. Ah, mais Vitinha, c'est il y va clair. pas. C'est un peu pour moi, c'est un peu aussi un symbole et une preuve du non-match qu'a fait Vitinha, qui pour moi, c'est fait dessus, voilà, on va dire. Non, non, mais c'est clair, je trouve que tu as très bien résumé. Je lis aussi Donnarumma, donc c'est un gardien qui doit être sollicité. Oui, parce qu'en fait, ça le met en confiance. Donc c'est ce qu'on disait, c'est un gardien qui fonctionne beaucoup à la confiance de Donnarumma. Ensuite, ce qui aurait anéanti, c'est bah, justement l'arrêt sur Asensio, c'est le plus vital. Parce que c'est vrai qu'en plus, tu prends le but, mais surtout tu prends le but d'Asensio. Donc en fait, c'est une double, entre guillemets, hein, pour Paris, c'est une sorte de double peine à ce moment-là. Et oui, le but dont tu parles, c'est une faute professionnelle. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Donc bon, malgré tout, c'est là où je souligne, c'est que ouais, ils ont pris l'eau pendant 10 minutes, mais en fait, en prenant l'eau pendant 10 minutes, ils ont su gérer après. Ils ont laissé passer la tempête, ils ont pris cher, mais ils n'ont pas pris suffisamment cher pour couler. Donc ensuite, ils se sont démerdés, ils ont solidifié la coque du bateau comme ils pouvaient pour éviter qu'il sombre. Et bah leur petit bricolage de dernière minute, et bah sur les dernières minutes, bah ça les a sauvés quand même, parce que ce bricolage leur a permis de tenir jusqu'à arriver à la terre ferme, donc c'est-à-dire à la qualification en demi-finale. Donc on va être très honnête que c'était ce qu'il fallait. Je pense que là t'es parisien aujourd'hui, tu te dis que peu importe la manière, il fallait la qualif. Tu pouvais pas te permettre de te faire sortir maintenant. C'était pas possible. Donc là maintenant, il y a la qualif. Faut voir devant. On voit que les joueurs sont énervés. On voit que les joueurs, je pense, ils sont déjà concentrés pour la suite. En plus, ils sont déjà champions, si je me trompe pas, champions de France. Donc c'est à dire que là, ils peuvent, ils C'est peuvent. officiel, ouais. Ouais, c'est ça. Ils peuvent clairement se concentrer sur la Ligue des Champions. Bon après, je crois qu'il y a la coupe encore. Donc je pense que là, il y a tout ce qu'il faut pour terminer. Je lis peut-être les défenses sur la frappe de Nagui. Ils comptaient reculer jusqu'à Manchester. Franchement, j'ai pas compris. Bah voilà, justement. Et ouais, maintenant ils vont être à l'endroit jusqu'à la fin de la saison. Ouais, je pense que ça c'était la claque qu'il leur fallait pour finir correctement la saison. Parce que là tu peux clairement aller Oui, chercher tous les honnêtement, trophées. Donc honnêtement c'est ça, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Et cette claque, elle arrive au bon moment, surtout que derrière tu vas affronter peut-être, alors pas en championnat, mais en tout cas en termes de football, peut-être la meilleure équipe anglaise actuelle en demi-finale. Donc parce que justement on va basculer, on va parler d'Arsenal Real Madrid. La transition est belle. Je lis aussi dans le chat, moi je suis content car ça a réveillé les joueurs, mais il faudra faire très attention. À l'Emirates, ça sera punition sur punition. Voilà, c'est vrai qu'il faut pas oublier que Villa a quand même pas mal mangé la feuille au retour aussi. Donc à voir ce que ça va donner. C'est surtout ça. Il y a ici le Belge préféré, ton Belge préféré. Je passe dire le bonjour à l'équipe. Je salue mon cher Gaëtan, notre Belge fan des Celtics favori. Voilà. Mais ouais, non, honnêtement, je pense que là, ça te remet à l'endroit pour affronter une équipe d'Arsenal qui, alors, elle, par contre, est venue te dire clairement que tous ceux qui n'ont pas voulu les mettre dans les favoris, eh ben, fermez vos bouches parce qu'on est présent et on a tout pour vous dire qu'on va aller gagner cette Ligue des Champions. Voilà, je vais peut-être commencer sur ce match-là. Bah, déjà, on a vu le match aller, on en a bien parlé, on a montré les extraits des deux coups francs.
Honnêtement, hier, j'ai vu le match sans voir le match, parce que du coup, c'était plutôt mes jeunes qui suivaient, qui me transmettaient un peu. Je voyais les quelques actions. Hmm. Le but de Saka, l'ouverture du score, elle est magnifique. Et pour moi, elle tue le match à ce moment-là. Parce que j'avais l'impression que ça dormait hier au Real, j'ai vite zappé. Bah, c'est clair, parce qu'en fait, même si derrière ils égalisent, même il y a l'arrêt sur le penalty au début de match, ok, il y a le penalty qui est non sifflé pour le Real Madrid, mais j'ai jamais senti le Real des grands soirs, le Real des miracles en fait. Pour moi, le soi-disant Real des miracles, la remontada qu'on nous a annoncé, comme l'a si bien dit Isaac au tout début du live, enfin, bah elle était pas là. J'ai pas vu un grand Real. Je suis désolé. J'ai vu un Real qui est horrible. Le pire, c'est que c'est pas du tout un grand Arsenal. Ah non, mais c'est clair. Hier, c'est pas le Arsenal du match aller. Tu fais ce match-là contre le Arsenal du match aller, t'arrives pas à te qualifier. Ok. Et là, hier, t'as même pas un grand Arsenal. T'as juste un Real qui est cataclysmique. Et, certes, l'arrivée d'Mbappé, elle concorde beaucoup avec cette baisse de niveau. Mais moi, c'est pas sur lui que j'ai envie de tirer aujourd'hui au Real Madrid. Moi, j'ai envie de tirer sur un qui nous avait sorti en début d'année, que le mec allait faire 10 fois plus que ce qu'il avait fait l'année dernière. Bah, Vinicius, j'attends toujours, ça veut dire quoi 10 fois plus pour toi? C'est 10 fois plus de merde? Ça, je veux bien. Ça, je veux bien l'entendre. Si tu me dis que c'était 10 fois plus de merde que tu nous as annoncé, ça, vas-y, ok. Je pourrais pas te donner tort. Mais parce que je suis désolé, hein, mais la saison de Vinicius, va falloir ouvrir à un moment le dossier. Je veux bien que les fans du Real, ils nous disent que c'est à cause d'Mbappé qu'il est mauvais. Non. Un joueur de foot, c'est pas à cause des autres qu'il est mauvais. On va être honnête. Oui, les tensions avec d'autres peuvent te faire baisser tes performances. Mais si tu es le meilleur joueur du monde, tu es le meilleur joueur du monde. Ça. Donc, Bah, de toute façon, là, Vinicius, il est en train de prouver qu'il méritait pas le Ballon d'Or l'année dernière et qu'il le mérite évidemment pas cette année. Hier, j'ai vu des tweets qui disaient, oui, est-ce que Vinicius a perdu le Ballon d'Or ce soir? Ça fait longtemps qu'il l'a perdu, bien Vinicius. Je veux sûr. dire, pour moi, il est même pas candidat. Il devrait même pas être dans les 30 là. Cette année, sa saison, elle est catastrophique. Enfin, elle est catastrophique. Non, elle est catastrophique pour un joueur de son standing, on va dire. Voilà, c'est plutôt Oui. ça. Parce que sa saison reste pour un joueur de foot, sa saison, ça reste une bonne saison Ah, c'est malgré tout. ça. Et oui, je suis pas en train de dire que Vinicius il est nul ou quoi, mais cette année par rapport à la saison précédente, il est vachement moins bon, vachement moins décisif, vachement moins percutant. Même hier, à la fin quand Mbappé s'est blessé et est sorti, c'est lui qui faisait un peu tout, mais ça marchait jamais. Et c'est ce que disait Thibaut Courtois en conférence de presse, une petite pique. Je sais pas si c'est une petite pique envers Mbappé ou quoi, mais il a dit. C'est bien beau de faire des centres, mais cette année, on n'a plus Rosselló. Donc, bon, se faire comparer à Rosselló quand t'es Kylian Mbappé, ça fait un peu mal aux fesses, je pense. Du Alors, coup, soit il a raison, je trouve, parce que ils ont fait quasiment que centrer face à une défense, quand même, il n'y avait pas Gabriel, mais il y a quand même Kivior qui est très bon de la tête. On a Rice qui est assez grand, surtout pour un milieu de c'est terrain. ça. Et on a Saliba qui est ultra solide, que ce soit dans les airs ou au sol. Je pense à une action où il muselle complètement Mbappé. C'était sacrément ridicule. Enfin, on aurait dit un père qui joue avec son fils. Il a eu non seulement à l'expérience, mais en plus au physique sur une action où Mbappé, c'est Hmm. le genre d'action qu'il aime bien, un contre un et tout, à provoquer. Bon, au final, c'est pas du tout passé. Ouais, Que je moi, pense je qu'on pense avait quand un même que Mbappé Mbappé, fragile il a aussi. sa part de responsabilité. Je pense qu'on avait un Mbappé qui était pas dans sa meilleure forme physique, mais qui pourtant était peut-être celui qui s'est quand même le plus donné devant, malgré tout, je trouve. Et c'est ce que je disais, je trouve que sa connexion avec Bellingham, elle est bien parce que Bellingham, c'est le seul qui essaye de le chercher correctement par rapport à ce qu'Mbappé est censé faire. Voilà. On salue Timo qui vient d'arriver. Je lis aussi, bah voilà, donc Vigny est anéanti mentalement avec son ballon d'or volé. Et avec Mbappé et Bellingham, ça se passe pas bien parce que c'est vrai que je trouve que l'entente par contre Bellingham-Mbappé est vraiment bien présente. Et c'est ce qui a un peu sauvé le Real par moment cette saison aussi, c'est que les deux ont réussi à se trouver plusieurs fois. Voilà, je pense que mentalement il est extrêmement mal et ça se voit aussi. Hein. On le sait très bien, le mental joue beaucoup sur les performances d'un joueur. Et c'est vrai que le départ de Kroos les tue parce que Ancelotti n'a toujours pas trouvé la solution à ce départ-là. Moi, je pense qu'il aurait fallu totalement changer de système, partir sur totalement autre chose, innover, quitte à faire la même saison. Mais même en innovant, je pense que tu pouvais pas faire pire. Donc, honnêtement, il aurait peut-être fallu innover à ce moment-là. C'est vrai que centrer, c'est pas la meilleure chose à faire quand tu as Mbappé dans ton équipe. On le sait. On l'a vu, même quand avec le PSG, on va parler de ses meilleures saisons au PSG, et là où le PSG était le meilleur avec lui, je parle bien de avec lui, hein. Même si je trouve que le PSG est meilleur aujourd'hui, ça on en a déjà parlé, on n'a pas besoin d'y revenir. Mais c'est qu'honnêtement,
je trouve que bah, c'est pas la chose à faire. Mbappé, tu peux le lancer. Bellingham le fait très bien. C'est pas compliqué. Il faut d'ailleurs ouvrir le dossier Mbappé qui, pour cette campagne de lycée, a parcouru une moyenne de 6,2 km. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est honteux. Il court autant, voire moins qu'un gardien quand des joueurs courent 12 ou 15 km. Oui, mais en même temps, si, moi je suis désolé, et je pense que s'il court comme ça, c'est que déjà parce que oui, forcément, il n'a pas forcément envie de faire les efforts. Mais de deux, c'est qu'Ancelotti, il fait pas en sorte qu'il court non plus. On peut reprendre l'exemple d'un mec qui courait pas plus que ça avant. Moi, j'en ai un, c'est Dembélé, hein. Mais Dembélé sous Luis Enrique, je l'ai jamais vu autant courir que cette saison. Mais après, pour le coup, je suis pas sûr que au niveau de l'implication d'Mbappé dans le jeu, il faille tomber sur Ancelotti. Je pense que le problème, c'est le joueur, sa mentalité, etc. Parce que là, tu viens de parler de l'exemple d'Ousmane Dembélé, qui est devenu un joueur qui se la donne plus, qui fait beaucoup plus d'efforts, que ce soit en défense ou en attaque, sous Luis Enrique. L'année dernière, Mbappé, il était aussi coaché par Luis Enrique et il faisait quand même rien. Je pense à la vidéo complètement folle qu'on avait vue sur les réseaux sociaux là, Ah, bien sûr. où il se fait complètement engueuler par Luis Enrique pendant 2 minutes. Il le compare à Michael Jordan et tout, et il lui dit que Michael Jordan défendait comme un fils de. Ah, je finirai pas cette phrase, mais et en gros, il essaie de lui mettre un électrochoc et on a l'impression qu'Mbappé, il en a rien à foutre. Moi, c'est un joueur qui me saoule un peu parce qu'après la finale de la Coupe du Monde 2022, et les émotions qu'il nous avait fait vivre en tant que supporter français, je me disais jamais je pourrais détester ce mec. Mais en fait, que ce soit là son niveau, son implication et son attitude même. Le mec, il nous dit que ça fait plusieurs années qu'il rêve d'avenir au Real Madrid et sur le terrain, franchement, ça se ressent pas du tout. Enfin, on a l'impression qu'il s'en fout un peu et puis même, Après, tu peux, moi, je vais faire oui, l'avocat du diable honnêtement là-dessus. Je trouve que c'est très dur de dire ça parce que certes, là, oui, bah, il a pas été au niveau hier et encore, c'est peut-être celui qui sait, même s'il a pas couru, c'est peut-être celui qui a tenté le plus de choses, en tout cas de mon point de vue. Mais surtout, même en championnat, celui qui les sauve sur ces derniers temps, c'est quand même lui à chaque fois. Donc je trouve que c'est un peu facile de lui tomber dessus. Oui, le dossier est très 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 mauvais. Parce que voilà, peut-être à samedi au Grand Rex, on se voit au Grand Rex. Oui, on se verra samedi au Grand Rex. Voilà, bonne soirée en tout cas. Mbappé, certes, c'est devenu un problème, mais d'un autre côté, pour moi, le vrai problème, c'est pas lui, hein, au Real Madrid là cette année. On peut lui tomber dessus parce que, alors, on peut ouvrir le dossier sur le fait que le joueur ne se donne peut-être pas suffisamment par rapport à ce qu'il devrait faire, par rapport en tout cas à ses déclats sur son envie de jouer au Real Madrid, etc. Mais d'un autre côté, si on lui tombe dessus, alors on harcèle le reste de l'équipe. Très très honnêtement. On harcèle le reste de l'équipe. Et je pense pas, honnêtement, si on suit la logique, je pense pas que ce que Courtois ait dit, ça soit une pique envers Mbappé. Pour moi, je pense que c'est plus une pique envers l'équipe générale. Tu peux pas être une équipe, et en sachant que tu as Mbappé, si tu sais qu'Mbappé c'est censé être ton meilleur joueur, si tu considères qu'Mbappé est ton meilleur joueur et que c'est ton buteur, tu ne peux pas jouer les centres en fait. Et ça, c'est juste une question d'équilibre et de joueur. Enfin, je pense que là, c'était plus. Je pense que Courtois, quand il dit ça, il tire pas sur Mbappé. Je pense qu'il tire vraiment plus sur l'ensemble de l'équipe et qu'il est frustré de l'élimination et de se faire sortir par Arsenal. Moi, je pense que c'est juste un gardien. Et pourtant, je pense qu'ici, il y en a beaucoup qui savent à quel point je n'aime pas Courtois. Mais là, je le défends parce que pour moi, je pense pas forcément que ce soit une pique précise envers Kylian. Parce que comme on l'a dit, je trouve que Kylian, sur ces derniers mois, il est quand même déjà plus impliqué dans le jeu. Il court peut-être pas plus encore, mais je le trouve quand même beaucoup plus impliqué dans les phases de jeu. Alors défensivement, on le sait, hein, on va pas se mentir, le seul moment où il s'est impliqué vraiment défensivement, c'est quand il était à Monaco. Pourquoi? Parce qu'il était jeune. Honnêtement, depuis son départ de Monaco, même au PSG, hein, même si au début il courait, pour moi, ses courses c'était illusoire. Hein. Donc on va pas se mentir. Mbappé, on le sait, il faut faire avec. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bah malheureusement, Luis Enrique c'était pas son jeu, donc forcément ça n'a pas fonctionné sous Luis Enrique. Ça c'est normal, mais c'est qu'Ancelotti, t'as l'impression que lui pareil, il ne sait pas faire avec Mbappé. Pourtant de base, on sait très bien que le Real d'Ancelotti c'était une équipe qui était capable de faire des contre-attaques de folie. Et Mbappé, il adore jouer de cette manière-là, lui de base. Donc c'est pour ça que je suis assez surpris malgré tout, et c'est pour ça que moi je tombe pas, en fait, quand je parle d'Ancelotti, je tombe pas forcément sur Ancelotti, mais je remets vraiment en cause ce qu'il fait lui par rapport aux joueurs qu'il a. C'est plus là-dessus. Et c'est pas pour rien que tous les supporters du Real veulent la tête d'Ancelotti aujourd'hui. Il faut juste remettre les choses au clair. Parce que Mbappé, on sait qu'il y a des coachs qui sont capables de lui mettre des gifles, s'il le fallait. Mais des vrais gifles. Le problème de Luis Enrique, c'est que c'est con, hein. Mais dans la tête d'Mbappé, c'est pas un coach impactant.
Je suis pas sûr qu'il fasse autant le malin s'il avait été coaché par Guardiola ou Jürgen Klopp ou José Mourinho, tu vois. Même par Zidane, même si c'est pas un entraîneur aussi comment, aussi renommé en tant qu'entraîneur que les autres, je pense que Bien Zidane sûr, ce serait un mec que Mbappé écouterait, ça c'est clair. Hein. Mais le fait déjà qu'il écoute pas Ancelotti alors que c'est un peu, enfin c'est pas un peu, c'est une légende du Real Madrid au niveau du coaching. Et au-delà de ça, c'est même une légende du foot, c'est un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. Si on prend son palmarès et tout, et puis Mbappé a l'air de quand même pas énormément le respecter, ou alors c'est juste on sait que Ancelotti ces derniers temps et puis même depuis pas mal d'années, il laisse totale liberté à ses attaquants. Il n'y a pas vraiment de plan de jeu qui est fait au niveau de non, c'est l'animation clair, offensive. Il compte un peu sur le génie cette année de ces quatre fantastiques comme ils sont appelés en Espagne. bien sûr. Et au-delà de ça, je Et sais pas. En fait, ça, en fait, Mbappé, ça me dépasse ce qu'il moi, fait. moi j'ai envie de revenir sur un truc et c'est ça que je trouve dommage. Alors, encore une fois, je reviens. Je pense que le style de jeu de Luis Enrique Ça c'est n'était pas clair par fait, contre. on n'était pas fait pour un joueur comme Mbappé. Mais maintenant, Mbappé, on l'a vu. Là où il a le mieux fonctionné, c'est quand il est dans un système qui est bien huilé. C'est pas quand il a de la liberté. Quand il a de la liberté, on l'a vu, il est pas aussi fort que ce qu'on attend de lui parce qu'il est trop libre. Et on l'a vu, on l'a vu. Moi, je suis désolé, mais les meilleures années d'Mbappé, c'est toujours quand il est dans un système où il a une seule et unique chose à faire et il fait cette seule et unique chose à faire. On le sait. Honnêtement, Mbappé, on sait que si tu fais en sorte de le lancer, de l'envoyer comme il faut dans un match, il va te faire ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'avec le Real de cette année, en fait, t'as pas grand monde pour lui permettre de faire ça aussi. Comme je l'ai dit, t'as que Bellingham. T'as que Bellingham et un peu, je trouve, Rodrigo. Mais sinon, Bah, même Rodrigo, on l'a franchement, que ce soit au match aller ou au match retour, hein, Rodrigo il a été transparent sur les non, deux non. matchs. Ah, mais c'est clair. Non, mais Et pour revenir sur ce que tu disais, je te rejoins sur le fait que je trouve Mbappé meilleur dans une configuration où il y a vraiment un vrai, enfin où il n'est pas le centre de l'attention, tu vois. oui, Je trouve que il faut qu'il puisse ne pas être complètement focus par la défense adverse. Je pense à un de ses pires matchs en équipe de France, c'est l'Angleterre, là où, à la Coupe du Monde, où il avait été complètement inexistant parce qu'ils avaient mis sur lui complètement. Et en fait, quand il y a vraiment, quand il est le centre de l'attention, il est vraiment pas bon. Et là, au Real, franchement, c'est ça qui me déçoit, c'est que je pensais que, tu vois, c'est ce qu'on disait aussi. Il rejoint une équipe où il y a plein de qualités. Enfin, c'est c'est limite ça. le meilleur effectif du monde sur le papier. Et il arrive quand même pas s'imprégner dans ce style de jeu. Et je pense que là, pour le coup, oui, Ancelotti a une vraie responsabilité sur cet aspect-là. En fait, je pense que c'est bête, mais pour qu'Mbappé performe et soit au même niveau, enfin, soit à son meilleur niveau, il aurait fallu privilégier le jeu autour de Vinicius. C'est bête de dire ça comme ça, hein, quant à ça, mais je pense qu'on aurait peut-être eu Mbappé meilleur joueur du Real Madrid si le jeu était axé autour de Vinicius. C'est mon point de vue, parce que je me dis que en fait, ça aurait été même logique. Tu as ton joueur qui a été prétendant au Ballon d'Or, tu axes ton jeu sur lui. Et en plus, quand tu connais les qualités d'Mbappé, tu sais qu'en accent ton jeu sur lui, tu vas peut-être même permettre à Mbappé d'être peut-être le meilleur joueur de ton équipe. Ce que là, tu ne fais pas et que tu n'essayes même pas de faire. C'est même pas que t'as essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est que sur cette saison, j'ai même pas le souvenir que ça a été essayé une Ils vraie l'ont pas fois. fait, ouais. Et Ça me dit pourtant, rien, ça. Mbappé ces derniers temps a été capable de te sauver des matchs. Donc, c'est-à-dire que sans qu'il soit dans la meilleure configuration possible pour lui, il est capable de le faire. Et on avait vu une période avec un vrai regain, notamment quand ils sortent l'Atlético Madrid, toute cette période avant et après ce match. Mais là, ils sont tombés parce qu'on va clôturer là-dessus, mais ils sont tombés sur un Arsenal qui était en fait tout simplement trop fort pour eux. On va, Ouais. on va être honnête sur l'ensemble du match. Arsenal a géré, mais j'ai vu un Arsenal serein du début à la fin. Et surtout sur ce match retour, Arsenal, comme on l'a dit, n'a pas été inquiété. Franchement, oui. En plus, surtout,
je veux dire, il marque et donc Arsenal marque. Moi, là, je me dis, c'est fini, c'est plié, machin. Et ensuite, sur l'action vraiment suivante, ils récupèrent le ballon et ils se prennent un but sur une erreur débile. Ça m'a un peu rappelé le but que Benzema marque pour revenir face au PSG. Ça m'avait un peu rappelé ça, mais au final, il n'y a pas du tout eu de sursaut d'orgueil ou même Non, rien. dans, soit dans l'attitude ou même au niveau du stade. Personne s'est enflammé alors que d'habitude, enfin, il y a que Vinicius qui a fait, comme d'habitude. De toute façon, il y a eu un cinéma cette semaine du Real, de leurs supporters et tout, même la com sur les réseaux sociaux. Enfin, là, ça va faire un peu mal vu tout ce qu'ils ont annoncé. Ils annonçaient une remontada Bah, c'est monstrueuse. Au ça. final, ils se sont à peine pas montrés dangereux. Le seul but qu'ils mettent, c'est sur une grosse erreur de Saliba. Il y avait plus de gardien dans les buts. Donc, oui, c'est ça pour en revenir à ce qu'on disait. Ils sont tombés sur un Arsenal juste trop fort et ils ont rien pu faire. C'est limite Arsenal qui a eu les plus grosses occasions du match alors que ils en avaient carrément pas besoin et ils étaient venus pour conserver le résultat. Bien sûr. Non, mais c'est clair. C'est clair. Bah, écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je veux juste conclure avec Arsenal a été grandiose et il nous a fait plaisir pour une équipe qui est souvent critiquée, souvent charriée pour justement ne pas être capable d'avoir ce genre de réaction, ce genre de match. Donc voilà, là, je vais juste vous afficher en fait parce qu'on l'a pas fait les scores un peu de ce soir-là avec nos pronos à nous. Je vais vous redire aussi les pronos de mon petit frère. Donc pour nos pronos en tout cas, que ce soit avec Nico et moi, Nico avait pronostiqué victoire du Real 3-1, moi j'avais pronostiqué 2 partout. Je pensais réussir à avoir le match nul parce que honnêtement je ne m'attendais pas à ce que Martinelli marque à la dernière seconde. Donc voilà, donc malheureusement nous nous trompons tous les deux d'une manière un peu spéciale. Mon petit frère lui avait pronostiqué 3-1 pour Arsenal, donc finalement il a la victoire d'Arsenal. Voilà. Et pour le Inter Bayern, tu avais vu la victoire de l'Inter 2-1. Enfin, tu pensais que l'Inter l'emporterait 2-1. J'avais annoncé un partout. Mon petit frère, lui, a été solide et a annoncé carrément 2-2. Donc, il a eu le score exact. Moi, j'ai eu le match nul. Et tu n'es pas passé loin, toi aussi, d'avoir ton résultat. Parce qu'il y a quand même eu 2-1 pour l'Inter à un moment donné. Donc, à un moment donné, pour toi, c'était payant. Voilà. Et je pense que du coup, on peut tranquillement venir parler de ce match-là, où au final, j'ai trouvé l'Inter, pareil, comme on l'a dit, même s'ils ont été menés 1-0, même s'ils se sont fait remonter à 2-2 et qu'ils n'avaient qu'un but d'avance, encore une fois, on n'arrête pas d'en parler, mais je trouve cette équipe tellement sereine, personnellement. J'ai pas l'impression qu'ils soient inquiétés, peu importe ce qui se passe dans leur match. C'est ça, là, je trouve que l'Inter a été, d'habitude, d'habitude, ils ont l'habitude, ouais, on va dire ça, d'être très solides défensivement. Et là, c'est plus sur le plan mental qu'ils ont été très solides parce que quand même su se créer beaucoup d'occasions, notamment grâce, comme on disait au match aller, un grand Olysée qui a encore été très bon. Ils prennent un but au retour des vestiaires par Harry Kane. C'est alors selon ce que disaient les commentateurs Canal+ à ce moment-là, c'est le but le plus tôt qu'ils ont encaissé dans le jeu cette saison en Champions League. C'est Et c'est dingue. après la mi-temps, donc ça témoigne quand même je veux dire, on est en avril là. Donc on est en quart de finale retour de Ligue des Champions et ils ont toujours pas pris le moindre but dans le jeu à mi-temps, C'est selon dingue. ce qui a été dit par les commentateurs sur Canal. Et ils se sont pas laissés submerger ou quoi. Un peu à l'image du match aller où ils ont réagi directement après le but du Bayern. C'est ça. Et ils ont non seulement égalisé par Lautaro, mais en plus ils ont pris l'avantage par Pavard. Et en plus, lui a fait un très grand match, contrairement à on va dire son vis-à-vis. Déjà, c'est son vis-à-vis sur le but, puisqu'il le bat au duel. Mais en plus, c'est son vis-à-vis parce qu'ils jouent tous les deux au même poste, chacun dans une des deux équipes. Kim Min-jae, qui a encore une fois été très mauvais, Oui. qui n'est pas bon, que ce soit dans les approximations qu'il peut faire, les quelques mésententes qu'il a avec ses coéquipiers, et puis les gros tacles parfois de boucher qu'il fait. Je pense à celui qui lui a valu un carton jaune sur Marcus Thuram. Mhm. Et je trouve que j'ai vu Pavard se faire critiquer par les supporters du Bayern pour avoir célébré son but. Déjà, moi, je trouve que c'est normal de célébrer un but aussi important à ce stade-là de la compétition la plus prestigieuse C'est clair. du monde. Et au-delà de ça, le contexte de son départ du Bayern, je trouve, fait
fait il est totalement légitime C'est pas de Stuttgart. célébrer ce but. De quoi? C'est pas Stuttgart. Autant contre Stuttgart, j'aurais compris que les Ouais, c'est supporters ça. s'énervent de voir Pavard célébrer. Autant le Bayern, je suis désolé, hein, mais le Bayern n'a pas été de tout amour avec lui. Les supporters Mm. n'étaient pas forcément fans de lui, donc je les trouve un peu culottés de le critiquer là-dessus. Bah, surtout qu'en plus, il est un peu poussé vers la sortie à l'été 2023. Et qui est-ce qui est recruté à l'été 2023 pour, je sais pas si c'est pour remplacer Pavard, mais en tout cas, c'est au même poste, bah, c'est Kim Min-jae, qui du Oui, coup, bah, aujourd'hui a été, bah, du coup, hier a été très très mauvais et c'est pas lui qui coûte l'élimination au final, mais en tout cas, c'est ce qu'on disait, bah, par exemple, pendant la preview, les absences, notamment de Dayot Upamecano en défense centrale, bien ont fait sûr. beaucoup de mal et c'est un match-up voilà qui m'a semblé intéressant à relever. Mais c'est là où moi je veux vraiment qu'on conclue sur ce match-là et par rapport à la suite de la compétition. Et c'est pour ça que moi je te soulignais que l'Inter me faisait très peur parce que j'ai l'impression qu'ils se mettent, en fait, qu'ils n'ont pas besoin de jouer à leur meilleur niveau. Ils se mettent juste au cran, juste au-dessus de l'équipe qu'ils affrontent. C'est-à-dire que malgré tout, je pense que même s'il n'y avait pas eu les absents côté Bayern, j'aurais quand même vu l'Inter passer, ça on en avait déjà parlé. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve cet Inter impressionnant. Parce que peu importe qui ils affrontent, ils se retrouvent toujours à être juste un cran au-dessus. Et c'est pour ça que Ouais, moi, si je suis Barcelone, ok, tu peux être confiant parce que tu joues un football d'exception. On va pas se mentir, tu joues un football extraordinaire. Mais par contre, t'as pas intérêt à avoir un absent parce que déjà, si t'as un absent avec face à l'Inter, c'est quasiment sûr que c'est pas sûr, mais tu te mets dans de très très mauvaises conditions. Mais alors, avec un Inter comme ça, moi je trouve que l'Inter cette saison, c'est ce qu'on dit. Déjà pour moi, on a potentiellement peut-être le meilleur carré final en dehors de Liverpool. Pour moi, la seule équipe que tu aurais pu rajouter et faire remplacer l'une des quatre, ça aurait été, comme on en avait parlé au début, j'aurais dit Liverpool. Et on parle bien du moi Liverpool du j'aurais début de mis saison. Liverpool à la place d'Arsenal. Ouais. On parle bien du Liverpool du début de saison surtout, hein. Parce que même si c'était un peu plus compliqué ces derniers temps. C'est peut-être le seul point où tu aurais pu avoir mieux. Mais honnêtement, t'as peut-être même l'un des derniers carrés les plus intéressants footballistiquement des 5-10 dernières années en Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, pour moi, honnêtement, alors peut-être qu'on va se tromper et qu'on va se faire chier devant les demi-finales, mais honnêtement, moi, quand je vois comment les équipes jouent, c'est des équipes ultra bien construites, c'est des équipes qui jouent au foot, c'est des équipes qui ont du ballon. L'Inter, faut pas leur parler que de la défense, hein. L'Inter, quand ça doit marquer, ça marque. Et comme je l'ai dit, ça se met juste un cran au-dessus. Ça doit t'en mettre deux parce qu'ils en ont pris un. Ils t'en mettront deux parce qu'ils en ont pris un. Et c'est pour ça que Ouais, c'est ça. je dis attention, surtout avec ce qu'on a vu avec l'absence de Pedri pour Barcelone. Attention à ne pas retomber dans des travers de cette manière-là, parce que pour Barcelone, ça va s'annoncer très compliqué si ça tourne de cette manière-là. Moi, honnêtement, bah, c'est ce qu'on disait déjà pendant les pronos, la preview, tout ça. On disait s'il y a bien une équipe qui sur une double confrontation peut vraiment embêter complètement Barcelone et voire même les sortir, on a dit que c'était l'Inter, bah, de par déjà leur solidité défensive et la manière qu'ils ont d'attaquer en contre avec la paire devant dont on a parlé plusieurs fois et qui a encore été très forte hier, même si du coup Marcus Thuram cette fois-ci s'est pas montré décisif, il y a eu que Lautaro sur Oui, coup qui a arrêté c'est ça. entre les deux, mais Marcus Thuram a quand même été très bon, que ce soit sur les longs ballons qu'on lui a envoyés ou en transition sur les remises qu'il a eu à faire. C'est une équipe qui fera énormément de mal, je pense, au Barça. Et honnêtement, c'est cette affiche-là qui, moi, si j'étais complètement neutre, parce que je le suis pas vu qu'il y a le Paris Saint-Germain, club français en demi-finale, Bien sûr. euh, si j'étais complètement neutre, ce serait largement cette affiche-là qui me hyperait le plus, parce que j'ai envie de voir comment Barcelone va gérer face à cette équipe de l'Inter qu'on connaît très solide, à la fois footballistiquement et mentalement. C'est ça. Bah, je pense que tu as conclu parfaitement sur tous ces quarts de finale. On se retrouve avec même les quatre meilleures équipes de foot de ces derniers temps, en tout cas en Ligue des Champions, puisque bah, comme on l'a dit, Liverpool ayant été sorti par le Paris Saint-Germain, on a les meilleures équipes actuelles. Tout le monde peut aller au titre. C'est-à-dire que là, honnêtement, on le voit même dans les stats qui sortent, c'est du aller au maximum. Tu as une équipe qui a 30%, l'autre a 15% de chance de remporter la Ligue des Champions, donc c'est-à-dire que c'est très très serré, honnêtement. Je suis incapable de dire
qui la gagnera, même si voilà mon prono, moi ça reste finale PSG-Inter avec le Paris Saint-Germain qui soulèverait pour la première fois de son histoire ce trophée. On se retrouve quand même avec un dernier carré où deux équipes sont en course pour remporter leur premier trophée. Deux équipes ayant en plus déjà fait finale de Ligue des Champions, mais ne l'ayant pas gagné et qui s'affrontent en demi, donc le PSG et Arsenal. De l'autre côté, on a deux équipes qui n'ont pas remporté le trophée depuis 10 et 15 ans. Donc on a vraiment... Ça va être inédit. Ouais. C'est ça va apporter un vrai vent de fraîcheur. Peu importe la finale, en plus, on se dit que pareil, on aura du beau football normalement. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et je pense que on peut conclure là-dessus en se disant que, on l'a dit, ce nouveau format a apporté quelque chose de beau finalement, par rapport au fait que on était pour la plupart sceptiques dessus. On s'est bien régalé et on va encore se régaler jusqu'au bout. Nous, on sera là pour en parler avec vous jusqu'au bout. Et là, ce que je te propose, c'est qu'on prenne vraiment les 2-3 petites minutes pour parler rapidement des matchs de ce soir et du fait que on a un peu tous nos qualifiés potentiels encore en lice. Et ben oui, nous du coup, je me rappelle plus de ce qu'on avait pronostiqué en Europa League. Alors, si je me trompe pas, il y en avait. Ben non, on était en désaccord sur 3 des 4. On avait Francfort tous les deux de pronostiqués contre Tottenham. D'ailleurs, il y a eu un partout à l'aller, donc du coup, on va peut-être commencer par celui-là. Mais après, on était en désaccord, mais ça, t'avais fait exprès d'être juste pour aller à l'encontre de ce que j'avais dit sur Bilbao Rangers, où tu avais dit que malgré le fait que tu voyais Bilbao passer, tu pronostiques quand même le Rangers, et le Rangers a toujours de quoi se qualifier, puisqu'ils ont tenu à l'aller malgré le fait d'avoir été à 10. Un bon gros 0-0 avec leur gardien qui avait été très très solide contre Bilbao. Ensuite, toi, tu avais annoncé la qualification de United contre Lyon. Moi, j'avais annoncé Lyon. Donc là, pareil, on avait été en désaccord. Et toi, tu avais suivi la logique des choses en disant la Lazio. Et moi, j'avais annoncé Bodo en tentant justement quelque chose sur ce match-là. Pour l'instant, malgré tout, je suis le plus proche, entre guillemets, d'avoir les 4. Mais tu n'es pas non plus hors course pour avoir tes 4 aussi. Donc voilà, je te propose peut-être qu'on commence par celui où on était d'accord, rapidement par Francfort-Tottenham. Qu'est-ce que tu attends de ce match et qui tu vois se qualifier en sachant qu'il y a eu un partout à l'aller à Tottenham? Bah écoute, là ça va être pour le coup, comme tu disais, à Francfort. Au tour précédent, Francfort, ils ont déroulé, ils avaient déjà le match retour chez eux face à l'Ajax et ils ont bien déroulé. Là c'est quand même un autre morceau en face, c'est pas l'Ajax, c'est Tottenham, même s'ils sont pas en excellente forme. Donc même si c'est une équipe de qualité supérieure à l'Ajax, je vois vraiment Francfort à trop fort à domicile et je les vois passer. Pourquoi pas avec un but comme à l'aller d'Hugo Ekitike qui est vraiment en excellente forme cette saison et puis plus précisément ces derniers temps. Voilà. Ah, là-dessus, je vois Francfort. Je te rejoins totalement. Je veux dire Francfort aussi. Je pense que tu as très très bien résumé. Je pense que j'aurais dit à peu près les mêmes choses que toi, hein, surtout sur la qualité de Francfort à domicile. Moi, je vais être un petit peu plus précis. Je vais dire 2-1, je pense, pour Francfort. Et je vais même aller plus loin que toi. Je vois bien Ekitike mettre un doublé. Voilà. En tout cas, c'est mon petit prono. Je te propose qu'on enchaîne avec Bodo, Lazio Bodo, puisque la Lazio reçoit ce match retour. Bodo Glimt ayant, donc le club norvégien, ayant remporté le match aller 2-0. On n'oublie pas qu'ils avaient fini 9e de la phase de poule. Donc malgré tout, c'était la meilleure équipe des barragistes. Donc voilà, il faut quand même le souligner. Ils ne sont pas là pour rien et on l'a vu parce qu'à l'aller, ils ont été très très costauds. J'aimerais savoir si du coup tu changes ton prono de la Lazio qui se qualifiait et tu vois Bodo se qualifier, ou est-ce que tu restes avec cette possibilité où tu te dis que la Lazio va réussir à remonter ce score et à aller chercher cette qualif? Bah là, sur ce que tu disais sur la saison régulière, alors oui, certes, Bodo c'est les meilleurs barragistes, mais la Lazio c'est les meilleurs de tout le global. Ils ont fini premier de la phase régulière. Donc ils ont glané un vrai statut dans cette compétition. On sait qu'ils se sont fait peur au tour d'avant. On avait pu en parler face à Pilsen où ça avait été bien dégueu, mais c'était passé au final. Là, Bodo, c'est un peu le même scénario que ce qu'ils avaient eu à gérer face à l'Olympiakos avec un retour à jouer à l'extérieur après avoir mis un score assez confortable à l'aller. Parce que là, la Lazio est un peu au-dessus de l'Olympiakos et je vois bien la Lazio faire le comeback et revenir. Pas directement, je veux dire pas en 90 minutes, je les vois bien forcer la prolongation. Ensuite marquer le troisième en prolongation et je vois un 3-0 ou un 4-1, mais une victoire par 3 buts d'écart après prolongation de la Lazio. Ok, très bien. J'entends et ça me surprendrait pas.
Moi, je vais rester sur mon prono de Bodo qui se qualifie, surtout que, bah, en même temps, par rapport à ce que j'ai annoncé, Bodo est en très bonne voie aussi, comme on l'a dit, hein. Gagner 2-0 chez soi, dans un match aller, dans une compétition comme ça, dans une confrontation comme ça, c'est toujours limite l'un des meilleurs scores possibles. Donc voilà. Je vois bien Bodo essayer de gérer et pourquoi pas réussir à perdre ce match, entre guillemets réussir, mais réussir à perdre ce match seulement 2-1 et à se qualifier en 90 minutes. Avec malgré tout une Lazio qui pourrait justement, comme on dit, pas créer la surprise, pas créer l'exploit, mais remonter ce score. Mais moi je vois bien Bodo réussir malgré tout à tenir, même si je vois la Lazio s'imposer chez eux à la maison. Je vais donner le même résultat que pour Francfort. Je vois bien la Lazio s'imposer sur le score de 2-1 et donc Bodo qui se qualifie. En tout cas, par contre, on est d'accord sur la victoire de la Lazio. Donc déjà, ça c'est un premier point d'accord sur ce match-là. Et ben on va pouvoir enchaîner avec Bilbao Rangers. Eh ben oui, Bilbao Rangers, bah, t'en as déjà fait un peu le résumé tout à l'heure avec le carton rouge qu'il y avait eu à l'aller, les Rangers qui auraient pu sombrer et qui ne l'ont pas fait grâce à une grosse performance de leur gardien, même si je crois que c'était pas le titulaire, c'était pas Jack Butland, ok. Non, c'était pas Butland. C'est ça. Et en plus, le match aller était aux Rangers, ok. Oui. Donc le match retour va être à Bilbao. On les a vus au tour précédent, Bilbao, ils ont étrié la Roma à domicile. Ils ont gagné au final que 3, on va dire, mais en vrai, il y avait 3-0 et la Roma, je crois, réduit l'écart juste en toute fin de match. Ouais. Donc c'était un score quand même assez fleuve. Et là, pour le coup, je vais arrêter de pas être objectif et je vais justement être objectif et je vais finalement te rejoindre sur la qualification de Bilbao qui, je pense, est l'équipe déjà la plus solide des deux, la plus en place, la plus forte, et en plus est à domicile avec tout ce dont on a pu parler déjà auparavant avec la finale à jouer à domicile. Donc je pense qu'ils vont réussir ce soir à s'imposer. Je dirais 2-0, je pense. Ouais, et bah écoute, je vais te rejoindre. Moi, je vais peut-être être un peu plus fleuve sur le score. Enfin, je vois peut-être un peu plus de buts que toi. Moi, je dirais peut-être 3-1. Et puis surtout, c'est que je pense ils ont entre guillemets à cœur de se faire pardonner aussi de la prestation qui est quand même très très mauvaise. Parce que malgré tout, moi, je peux le dire, j'ai bien regardé le match. La prestation du match aller, le 0-0 est quand même très très mauvais pour des joueurs de ce calibre-là. Pour cette équipe, honnêtement, Bilbao à l'aller, surtout avec le rouge, doit s'imposer 2-3-0 là-bas. Ils ne le font pas. Je pense qu'ils vont avoir à cœur de se rattraper ce soir, surtout qu'ils soient à la maison devant leur public, comme on l'a déjà dit. On sait que San Mamés, c'est une belle ambiance, une grosse ambiance. Alors c'est pas au niveau des grandes ambiances européennes, mais c'est quand même du très très haut niveau. Je dirais que c'est un peu le tier 2 des ambiances, des meilleures ambiances européennes, tu vois. Donc voilà, et donc ouais, je te rejoins. Moi, je vois un petit peu plus de buts que toi. Je vois plus un petit 3-1, mais ouais, une victoire par 2 buts d'écart permettant à Bilbao de s'imposer et d'aller en demi-finale un petit peu tranquillement, même s'ils se seront pas fait peur, mais ils se seront fait un peu surprendre avec ce match aller. Voilà. Ok, bah parfait. Bah écoute, dans ce cas-là, il nous reste plus qu'un match. Exactement. Lyon-Manchester. J'avais pronostiqué du coup Manchester et je vais pas changer, malgré le fait qu'on ait vu un Lyon qui a dominé Manchester United, qui aurait dû s'imposer au match aller et qui a fait, j'ai envie de dire, le match classique de l'équipe française qui tombe un grand club, on va dire, en Coupe d'Europe, même si celui-là n'est pas en forme. Je pense au match de Lille, à la confrontation de Lille face à Dortmund, où ils se sont fait avoir, que ce soit à l'expérience, au vice, et même techniquement, ils s'étaient fait dominer. Là, il y a un retour en plus à domicile pour Manchester. Donc, malgré leur méforme, on va dire, je pense que Lyon va perdre de la même manière que Lille a perdu. Je l'espère pas, mais je le pense et je dirais que ça va se jouer à un but. Manchester va gagner quelque chose comme 2-1 en n'étant pas la meilleure équipe, en produisant peut-être pas le meilleur jeu, mais au final en se qualifiant. Ok, je l'entends. Moi, je vais croire en l'exploit. Je reste sur mon prono parce que malgré tout, Lyon est quand même encore en position de se qualifier, même si ça va être très dur parce que c'est là-bas. C'est là-bas et même un United malade, on sait que c'est pas facile malgré tout d'aller gagner là-bas. Mais voilà, je pense honnêtement, je vois bien, moi je vois bien Lyon s'imposer après prolongation. Comme tu l'as dit toi, 2-1 pour United. Moi je vois bien Lyon après prolongation s'imposer 2-1
voilà, un match très fermé en termes de score, mais très fleuve en termes d'occasion. Voilà, je pense on va avoir énormément d'occasions de but. On va avoir je dirais pas deux grands gardiens, mais deux grosses performances de gardiens, ou en tout cas de défense, à minima. Mais Ouais. voilà, ouais, je veux croire à la qualification de Lyon en prolongation avec cette victoire 2 buts à 1. Si c'est dans le temps réglementaire, ça me va tout aussi bien, bien évidemment, et je pense que toi aussi. Mais voilà, moi je vais quand même rester sur mon prono. Donc on va dire que les deux matchs qui vont nous différencier vont être les matchs de la Lazio et de Manchester United. Et on verra lequel de nous deux avait raison après cette soirée qui peut s'annoncer grandiose et folle pour une soirée d'Europa League. Eh ben écoute, oui, ben là je pense que comme t'es un peu pressé là déjà, on est un peu en retard, donc on va, je pense, passer au mot de la fin. On va peut-être Exactement, faire comme d'habitude. Je vais peut-être démarrer et je vais te c'est laisser ça. ensuite le vrai mot de la fin. Donc déjà, je voulais voilà placer un petit mot rapidement pour le Paris Basketball qui s'est qualifié en play-off d'Euroleague en battant le Real là-bas en play-in. Donc moi c'est une grosse surprise. Ouais, Je le voyais pas arriver, mais on aura l'occasion, je pense, d'en reparler bien sûr. dimanche peut-être un peu plus en détail. Et sinon, je te remercie toi déjà pour une nouvelle fois l'invitation et me permettre de participer à cette émission. Et je remercie les gens, que ce soit sur le chat, d'avoir parlé avec nous et nous regarderons ensuite sur YouTube en rediffusion. Voilà. Et mais parfait, tu me tends parfaitement la perche encore une fois pour les remerciements. Merci à toi aussi d'être présent. Voilà, parce qu'en plus on sait que pour l'équipe c'est compliqué. Moi je veux qu'on embrasse très fort. Alors bon malheureusement on n'a plus grand monde avec nous là sur cette fin. Je peux comprendre. On est jeudi soir. On est à une heure où parfois on a du monde, parfois on n'a pas de monde. On est sur un jeudi de vacances scolaires aussi. Faut pas l'oublier. Donc on a peut-être aussi un peu moins de jeunes habituels qui nous regardent, de lycéens comme on pouvait avoir, ou même de collégiens qui sont peut-être en vacances avec la famille ou autre. Donc voilà, mais en tout cas moi je tiens à ce qu'on embrasse aussi Timo pour qui c'est un petit peu compliqué en ce moment et c'est d'ailleurs pour des raisons un peu perso qui n'a pas pu être là ce soir. Donc voilà, je veux vraiment qu'on l'embrasse très fort. Merci du coup à toi d'avoir été présent. Merci à vous de nous avoir regardé. Alors on avait été assez nombreux pendant une grosse partie, pendant la première partie, voilà, un peu moins sur la fin. Merci à ceux qui ont participé dans le chat, ceux qui nous regardent sur YouTube. Merci à vous de regarder la rediff. Si vous en arrivez là, c'est que vous êtes déter et que vous tapez vraiment les rediffs jusqu'au bout et c'est magnifique. Mais en tout cas voilà, nous on vous embrasse très fort. Et puis moi je vous dis à dimanche avec Timo normalement si tout se passe bien. Et puis Nico, bien évidemment, on transmettra les infos que tu nous transmettras, notamment ton bracket, puisqu'on parlera des playoffs NBA et de ce qu'on attend chacun de toute cette fin de tournoi sur le basket américain. Sur ce, prenez soin de vous et on vous dit avec Nico à la prochaine. Allez. Ciao tout le monde.